tous, bienvenue sur la chaîne Chuck RC. Aujourd'hui on va parler du Losi DBXL 2.0. Plusieurs mois sans vidéo, par manque de temps, par manque de volonté, la vie de famille, le boulot, et puis aussi parce que je passe pas mal de temps à rouler en crawler et sur la piste de l'essai. Du crawler, mais aussi en 1/5e et en 1/8e truggy sur la piste à l'essai. Donc vous pourrez voir dans les prochaines vidéos, puisque je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo beaucoup plus régulière. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler de ce véhicule-là, échelle 1/5e. Donc gros véhicule plus lourd que du 1/8e comme on peut avoir là. Et donc avec tout un tas de contraintes lié au 1/5e, c'est l'électrique en vitesse avec un moteur forcément beaucoup plus gros. Donc voilà, donc on va dégager le carton. Alors je vous ferai pas le tour du carton, hein. Donc vous voyez ici le DBXL 2. Enfin ici le DBXL 2.0, c'est du roll cage, c'est un look sympa. Bon, on parle d'une vitesse de 50 plus mph, il y a des LED. Bon, c'est un kit Losi. Vite fait, tour du carton, voilà, donc gros carton, là on a une vue éclatée dessus. On ne rentrera pas en détail de carton notice, d'autres chaînes le font très bien, et moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc là il est en rouge, moi j'ai la version jaune, noir, or. Donc j'ai récupéré ce véhicule-là auprès d'un membre du club de l'essai qui ne se faisait pas trop au véhicule et ne l'appréciait pas vraiment pour rouler sur la piste. Alors du coup, moi je l'ai récupéré pour vraiment le transformer l'adapter pour un roulage piste et non pas un roulage bâche. Donc tout ce qu'on verra dans la vidéo, c'est vraiment sur le principe de je roule dessus, enfin je roule avec lui sur une piste 1/5e et je ne vais pas du tout rouler dans bâche, dans la prairie, dans la forêt ou dans les chemins, c'est vraiment pour rouler sur une piste qui est une piste TT, hein, qui sert à la fois en thermique et électrique, pour une échelle 1/5e, 1/8e, voire 1/10e, mais c'est plutôt des pistes adaptées à 1/8e ou 1/5e. Et petite particularité sur la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler du véhicule démonté, sale, puisque là je suis en cours de démontage pour le mettre en mode hivernage, tout nettoyer, refaire les huiles, etc. De façon à ce qu'il puisse rouler au beau jour. Donc là, contrairement à d'autres chaînes, je vais vous présenter les éléments, enfin les diffs, le châssis, mais pièce par pièce. Et puis on fera une vidéo plus tard, dans la saison, où il sera remonté, prêt à rouler. Et je ferai une vidéo, une fois tout propre, tout remonté, prêt à rouler, avant justement de retourner sur le terrain, pour vous le présenter monté complet, car là je vais vous le présenter en pièces, et en plus, si je me permets, dégueulasse. Donc les gens qui ne sont pas fans des véhicules crado et en pièces, vous pouvez quitter la vidéo, parce que là aujourd'hui ça va vous présenter certains éléments éclatés, sales, enfin quand je dis dégueulasse avec de la poussière, hein, voilà, et un petit peu de boue séchée, puisque ce véhicule-là a déjà une vingtaine de packs. Et le fait de vous le présenter démonté, ça va nous permettre de voir certaines choses après 20 packs qui peuvent être intéressantes, parce que c'est quand même un véhicule qui neuf vaut dans les 1200 €. Donc c'est intéressant de voir au bout de 20 packs dans quel état sont les éléments et qu'est-ce qui est amélioré ou pas. Allez hop, on va y aller. C'est tout beau, c'est tout propre. Alors c'est parti. Hop, ça filme toujours impeccable. Alors si on commence, alors je vais mettre un petit support. On va commencer par un élément tout bête. Donc ça c'est mon support, voilà. Le châssis. Le châssis, alors quand je vous dis qu'il a déjà roulé, hein, vous voyez, il y a déjà quelques petites traces, et je ne vous montre pas tout de suite le dessous, parce qu'on va comparer avec mon Chronos ici, qui maintenant sert à ma fille en truggy, changer les roues, changer les huiles, etc. Je les transforme en truggy de piste, et c'est aujourd'hui ma fille qui roule avec, puisque moi je roulais qu'un autre, et lui aujourd'hui le Chronos, entre le début de la chaîne, il y a 1 an et demi, j'ai arrêté de compter les packs à plus de 100 packs. Donc ce Chronos là a plus de 100 packs, largement même. On pourra d'ailleurs faire une vidéo plus. Je ferai une vidéo plus tard dessus, puisque en plus de 100 packs, j'ai un amorto, et uniquement un amorto qui est pété. Alors je ne fais pas, j'ai fait des tas de vidéos sur ce véhicule là. Quand je faisais du bash, c'était pas des gros sauts, c'était pas des loopings, etc. C'était vraiment en forêt ou en chemin. Et au bout d'une trentaine de packs, je les transforme en truggy pour rouler sur la piste ou à mon club de l'essai. Par contre, sur la piste, il a fait énormément de packs, je n'ai jamais rien pété. Les hoops, les doubles bosses, les gros sauts bien haut, bien loin, je n'ai jamais rien pété sur ce Chronos. La seule casse qu'il y a eu, c'est un amortisseur il y a quelques semaines,
Ma fille qui est sur une double bosse, elle a 12 ans, a mal réceptionné, et voilà, bon. Mais comme quoi, quand on réceptionne bien et qu'on roule de façon adaptée, bah, le véhicule type le Chronos qui avait mauvaise presse, que je trouve moi un véhicule sensationnel, eh ben, est toujours là, et on va comparer justement le châssis avec celui-ci. Donc si on parle un petit peu de dimension, puis comme le véhicule n'est pas monté, vous ne connaissez pas les dimensions exactes du véhicule, donc là on va voir pièce par pièce, et puis on verra, quand tout sera remonté, tout nettoyé, un petit peu la dimension du véhicule. Donc si on prend le châssis, uniquement le châssis, on est quand même à 67 cm. Le châssis fait 67 cm, si on compare par rapport à mon bras, vous voyez que c'est un assez beau bébé. Alors, énormément de trous pour les différents emplacements. Et là, on voit une plaque ici, une plaque sur épaisseur. Je ne connaissais pas la version 1, puisqu'on est sur le DBXL 2.0, et je crois avoir compris que sur la version 1, il n'y avait pas cette plaque de renfort, ce qui fait que le châssis avait tendance à vriller. Donc c'est la version 2.0, donc des améliorations ont été faites. Je vous laisserai aller voir certaines chaînes qui ont pu tester les deux, pour voir un peu les améliorations. Donc ça, c'en est une, ça a permis de rigidifier le châssis. Et maintenant, regardons un peu le dos du châssis. Voilà. Il n'y a pas d'effet de lumière. Vous voyez que là, le châssis, là, il est très... Enfin, pas du tout abîmé parce que là, il est protégé. Enfin, il est protégé, non, il y a le skid, enfin le pare-choc ici, mais à partir de là, il n'est plus protégé. Vous voyez que là, à l'arrière, c'est blanc chez blanc, hein, il n'y a plus de peinture, et on voit, voilà, ce châssis-là a à peu près 20 packs, 20 runs. 20 runs, et je vais vous dire à peu près 20 runs d'une dizaine de minutes, soit 200 minutes de roulage. Voilà l'état du châssis. Après 20 runs sur piste TT. Alors pourquoi j'insiste sur piste TT? Je n'ai fait aucun pack en prairie, en bâche. Ce n'est que de la piste TT. Ça sous-entend des sauts assez hauts, des successions de sauts, des hoops, par exemple à l'essai, on a 3 fois 2 bosses qu'on appelle les hoops. On a une table, on a un double saut au niveau d'un arbre en fond de piste qui est assez haut. Donc forcément, quand vous sautez et que vous atterrissez correctement, le châssis touche. Malgré les amortisseurs, le châssis touche. Et là, on voit forcément que sur piste TT, le châssis prend sévère. Par contre, on va prendre le Chronos, qui est le plus vieux de mes 3 Truggy. Là, j'ai un Losi et la Works. Si je prends le Chronos, alors je ne vous fais pas la carrosserie, voici le châssis du Chronos. Alors lui, il n'est pas nettoyé non plus, hein, il va arriver en hivernage. Si vous regardez le châssis du Chronos, après plus de 100 packs, et peut-être même 150 packs, on voit qu'il est énormément abîmé ici, mais très peu ici. Alors c'est dû à une chose, enfin plusieurs choses, entre autres les skids en plastique qui touchent le sol et non pas le châssis, parce que là on a quand même des skids en plastique qui font au plus haut 5 mm par rapport au châssis. Donc quand je fais un saut que je touche le sol, c'est mes skids en plastique qui touchent le sol et non plus le châssis. Après il reste les petits cailloux, etc. qui finissent par rayer le châssis, qui bougent. C'est pour ça que ce châssis est rayé, mais il n'est pas bien rayé, il est beaucoup moins rayé que l'autre, parce que tout simplement le châssis du DBXL, une fois monté, le châssis touche, si vous écrasez le véhicule sur la piste, le châssis touche de bout en bout. Donc peut-être point à noter ou amélioration ou pièce peut-être à acheter, c'est tout simplement des skids pour protéger complètement, même si là on a le bout du pare-choc, pour protéger le châssis de façon à ce qu'il s'abîme moins. Alors, moi personnellement, je m'en moque royal qu'il soit rayé, après certains on trouve ça dommage, moi il est là pour ça. Si on revient un petit peu sur le châssis en lui-même, c'est un châssis qui fait 5 mm. Non, autant pour moi. 4 mm. Le châssis fait 4 mm d'épaisseur. 4 mm d'épaisseur. Voilà. Je ne dis pas de bêtises. 1, 2. Ah non, en plus je suis myope. J'aurais dû nettoyer mes lunettes. 3 mm. Le châssis fait 3 mm d'épais et plié ici pour le rigidifier. Là, sur la partie devant, on a la légère remontée comme tous les véhicules de piste. Hein. Ça, c'est pour avoir un effet au niveau de la géométrie. On en reparlera sur d'autres vidéos entre tous les réglages possibles sur piste TT avec des noms très particuliers, mais je ne veux pas rentrer en détail ce soir. L'idée, c'est vraiment de présenter
la vue éclatée 3D du véhicule. On va appeler ça comme ça ce soir, c'est une vue éclatée 3D. C'est non pas une vue éclatée PDF, mais une vue éclatée sur plan, mais une vue éclatée 3D. Donc le châssis. Hop. Voilà pour le châssis. Alors après, on va se débarrasser d'un élément encombrant, les roll cage, la cage. Donc la cage qui se bat, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, à la limite. Ouais, je sais pas si je vous mets ça là. Ouais, peut-être que je pourrais arriver à vous le laisser. Est-ce qu'on le voit ici? Non, on le voit pas. Ben, c'est une mauvaise idée. Si je mets ça là, oh la vache, là, ça va être le bricolage. Bon, ça va pas le faire non plus. Et ben c'est pas grave. On n'aura pas de vue. Voilà, parce que là il va me gêner pour passer de toute façon. Voilà. La vue éclatée. Le roll cage, la carrosserie, qui est en fin de compte uniquement en tubulaire, enfin en tube plastique, vissé, énormément de vis, avec de bons diamètres, hein, parce que c'est vraiment du plastique de gros diamètre. On est à 1 cm de diamètre sur les gros axes, sur les intermédiaires aussi 1 cm. Bon, on est à 1 cm partout. Partout, on est sur du rond plastique d'1 cm avec énormément de vis, plus les vis qui tiennent les éléments de carrosserie. Alors vous voyez bien que là c'est des éléments de carrosserie qui ne sont pas d'origine, hein. Vous voyez avec mon super coup de dessin, c'est tout simplement du Lexan que j'ai acheté, que j'ai formé, que j'ai découpé et pour lequel j'ai tracé, qui va me permettre de refaire une carrosserie peinture comme je le veux, puisque les éléments de carrosserie de base, la peinture enfin, elle me plaît pas et puis tout le monde l'a, donc là j'ai juste à nettoyer et je vais pouvoir attaquer la peinture. Les éléments de carrosserie, voilà ce que c'est, hein, c'est du Fox. Voilà, donc sauf que ça c'est du fait d'origine. Et puis bon, bah, j'en avais, enfin c'est pas du tout le style qui me plaît, donc tout ça j'ai enlevé. Je m'en suis servi comme moule, enfin comme traçage, et je m'en suis servi pour le pliage, hein. Donc ça c'est du Lexan que j'ai pris au décapeur, hein, donc c'est pas hyper nickel, mais une fois peint, ça devrait rendre pas trop mal. Voilà. Donc, et puis bah, le principe là sur le film du Lexan, j'ai tracé de façon à pouvoir après mettre du liquide de masquage sur mes pièces une fois démontées, et je vais pouvoir découper le liquide du masquage au scalpel en fonction du traçage que j'ai fait là pour peindre élément par élément. Je ferai une vidéo plus tard sur la peinture de carrosserie, même si vous avez des super chaînes qui sont bien meilleures que moi, mais j'aime bien ça. Après on verra, ouais, ce genre d'effet qu'on voit là, une espèce de petit damier, ça c'est fait à l'aérographe, c'est moi qui l'ai fait. On va vite fait, voilà. Avec l'aérographe, du liquide de masquage, on peut faire ce type de carrosserie. Alors je ne suis pas du tout un pro, hein, mais j'ai fait ça, voilà. Donc je vais faire le même principe pour la carrosserie du DBXL. Ça c'est un truc Works que j'ai depuis peu de temps et qui m'a permis de rouler sur piste cet été. Donc voilà, on a vu le roll cage, on a vu le châssis. Alors maintenant on va s'intéresser aux pneus. Alors là vous avez les pneus d'origine, des beaux bébés, hein. Pneus d'origine qui font à la louche 19,5 de diamètre. C'est des bons gros pneus, hein, gros crampons. Alors ceux-là ont très peu de pack aussi. Vous voyez que les pneus sont vraiment pas trop usés. Parce qu'en fait, ça, c'est une catastrophe sur piste. J'entends sur piste tout terrain, alors hein, c'est vrai que c'est poussiéreux. Sur piste tout terrain, sur piste TT, hein, c'est une catastrophe. Ça doit être très bien en forêt, ça doit être très bien sur la pelouse, ça doit être très bien voilà, pour faire du bâche, parce qu'on a des gros crampons, ça a des pneus qui sont à des mousses très dures. Mais alors, sur piste TT, c'est des vraies savonnettes. C'est-à-dire que le véhicule, à l'arrêt, plein gaz, il partait dans n'importe quel sens, c'était incapable de prendre une ligne droite. Notre ligne droite a laissé, je ne vais pas dire de bêtises, mais elle doit faire 80 mètres, je pense à peu près. Sortie du virage, entrée à la ligne droite, vous mettiez plein gaz. Déjà, c'était très compliqué d'avoir le véhicule qui se stabilise, et pour pouvoir mettre plein gaz, c'était impossible, ça n'arrêtait pas de bouger. Donc ces pneus-là, quand on fait de la piste, sont remplacés par des pneus de piste. Vous voyez déjà qu'ils sont plus petits, le diamètre est plus petit, ils sont beaucoup plus légers. Alors, j'ai pas comme les grandes chaînes une balance gramme près, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont beaucoup plus légers, beaucoup moins d'épaisseur de gomme, et des crampons bien différents, puisque là on a
énormément de petits crampons bien souples, très soft, puisqu'on a une gomme ici de pneus. Là, on est sur des pneus MCD, hein, donc c'est une grande marque d'un véhicule à 5e thermique. MCD, avec une gomme relativement souple, qui permet de s'accrocher. C'est des pneus qui sont vraiment très bien pour pistes TT, puisque les pistes TT ont bien souvent de la terre poussiéreuse, et une surface lastro, une type de moquette verte, ou du pavé, ou un peu de bois, et il faut des crampons plutôt multi-usages. Ça, c'est très bien sur piste TT. Pour vous donner un petit aperçu, voilà ce que ça peut donner si j'ajoute, allez, par rapport au véhicule de la chaîne, hop, vous allez bien voir comme ça, ouais, super, voilà. Donc là, on a les pneus du Losi de base, là, voilà, en 1/5e. Là, on a les pneus que j'utilise maintenant pour la piste, toujours en 1/5e. Là, on a des pneus de Truggy, 1/8e, comme les 3 véhicules que vous avez là-haut. Là, on a les pneus de crawler, et je pourrais rajouter, hop, allez, même s'ils sont plus à la mode, mais des pneus de buggy. Voilà. Pneus de buggy, pneus de Truggy, 1/8e, ce qu'on voit beaucoup sur piste TT. Des pneus de crawler, du 1 pouce 9. Et les pneus 1/5e, ceux d'origine et ceux que j'utilise. Vous voyez un petit peu la différence de taille, ne serait-ce que mes 2 véhicules avec lesquels je roule sur la piste. On a ces pneus pour le 1/5e et ces pneus pour le Truggy. Et bon, par contre, qu'au niveau largeur, on est quasiment identique. Après, on a beaucoup plus de petits picots qu'ici. Et on est, par exemple, au niveau diamètre, une grosse différence aussi. Enfin, une grosse différence. Une certaine différence quand même. C'est-à-dire que ce pneu-là complet fait l'équivalent de la jante ici. C'est-à-dire qu'à échelle identique, on pourrait dire que notre Truggy a presque des pneus disproportionnés par rapport au 1/5e. Il y a un petit peu de poussière là. Donc ça, c'était pour parler des pneumatiques. Hop. 4 pneus d'origine excessivement lourds. Ils sont très très lourds. Alors, je n'ai pas de balance électronique. Ma petite mamie là. Vous voyez, 700 grammes. Alors 700 grammes environ. 700 grammes le pneu. Il y en a 4. Je ne suis pas très bon en maths, mais 700 grammes x 4, ça fait 2,8 kg. Il y a 2,8 kg de pneus. Ceux-là, 500 grammes environ, toujours, hein. 500 grammes, 700 grammes, 200 grammes de gagné par pneu. C'est pas rien, hein. C'est vraiment pas rien. Surtout quand on est électrique, on cherche quand même malgré tout l'autonomie et le poids. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Quand je vous parlerai, alors si je mets ça n'importe où, justement de l'autonomie que j'ai avec ce véhicule-là et de ce qu'on peut faire pour améliorer l'autonomie. Parce qu'il faut améliorer l'autonomie. Ça bougera pas ça? Non, bah c'est bien, impeccable. Hop, j'en profite, je range un petit peu en même temps parce que sinon on s'en sort plus. Voilà. Donc on a vu le châssis, on a vu la cage, on a vu les pneus. On va parler des trains. Je vous ai prévenu, hein, c'est en cours de démontage. Pour nettoyage, alors, les trains, hop, avant, train arrière. Si on prend déjà vite fait, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, où est la taille par rapport à ma main, prenons par rapport à mon bras, où est la taille du train, de bout en bout, hein, allez. Bon, il y a des élargisseurs, mais de bout en bout, je suis à 49 cm. Alors, ici, j'ai des élargisseurs de bois, ici, qui me permettent d'avoir un véhicule un peu plus large et d'être un peu plus stable. Ça, on en reparlera un petit peu plus en détail quand il sera complètement monté et prêt sur aller à la piste. On fera un petit check-up avant le départ pour voir un petit peu ce que j'ai pu mettre dessus pour améliorer son comportement. Parce que là, je ne parle pas du tout de comportement aujourd'hui, on va parler des éléments et de l'autonomie. Donc, le principe, hein, c'est comme tout type de véhicule 4 roues motrices, hein, on a un différentiel ici qui nous permet d'avoir 2 sens de rotation. Quand une roue est bloquée, bah, l'autre peut continuer de tourner. Hein, et ça sert aussi énormément quand l'arrière-train, puisque là, alors là je suis devant, mais quand je suis devant ou derrière, c'est le même principe, ça récupère la perte d'adhérence d'une roue. Par contre, même le différentiel est super important pour ça, puisque dans un virage, la roue à l'intérieur du virage tourne moins vite que la roue à l'extérieur du virage, donc le différentiel sert à récupérer tout ça, et surtout à faire qu'il y ait une roue qui ne tourne pas à la même vitesse que l'autre. Par contre, attention, le différentiel, de par sa fonction, peut très vite
libérer toute la puissance à une seule roue, donner la puissance à une seule roue, et si cette roue-là, c'est la roue qui est la moins en adhérence sur le terrain, et bien là, vous perdez de la motricité. C'est tout le compromis qu'il faut trouver entre une barre anti-roulis, qui permet éviter le roulis, entre la barre anti-roulis, l'huile qu'on met dans le différentiel, le réglage des amortisseurs, le réglage des points d'ancrage, des biellettes, et tout un tas de réglages possibles sur des truggy ou des buggy ou ce type de véhicule 1/5, pour avoir un différentiel efficace pour garder de la motricité, pour pouvoir avoir nos roues au sol, mais sans que notre motricité s'échappe, parce qu'on a une roue qui va être décollée du sol, et là qui va prendre toute la puissance, et auquel cas notre roue qui sera complètement écrasée par le poids du véhicule, va perdre de la puissance, parce que tout part sur la roue qui est en l'air. Donc c'est là que le rôle du différentiel est important, et surtout la viscosité de l'huile qu'on met dedans. Plus on mettra de l'huile dedans, dure, plus notre différentiel sera équivalent à une barre. Donc on se dit super, je ne perds pas de motricité. Quand je suis dans mon virage et tout le poids sur ma roue, si j'ai qu'une seule barre, ma roue ici va tourner aussi vite que ici, donc je n'ai pas de perte de motricité. Elle va tourner vite dans le vide, c'est pas grave, elle qui va être sur le terrain va tourner vite aussi. Sauf que là, avec ma barre, le problème c'est que là je vais demander des efforts monstrueux à cette roue ici, et puis là, quand on va tourner, parce que là je vous rappelle qu'on est sur le train avant, quand je vais tourner, tout le poids va se pencher effectivement sur une roue, et c'est là où quand je vais tourner, je vais avoir besoin d'une roue qui tourne moins vite que l'autre. Parce que en tournant ma roue, là si je vais vers la droite, je tourne, ma roue droite va faire beaucoup moins de tours sur elle-même que la roue gauche pour faire la même distance. C'est là que le différentiel est indispensable. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez que vous êtes comme ça, vous tournez et qu'il n'y a pas de différentiel, vous risquez d'aller tout droit, ça va être très compliqué de tourner. Un cas tout bête pour ceux qui ont pu ou qui ont de la chance de faire du quad, j'ai fait du quad, on pouvait bloquer le pont devant pour justement enlever cette espèce de différentiel. Ça sert beaucoup quand on fait du franchissement ou qu'on est vraiment dans du terrain gras. On bloquait le pont pour se sortir de certaines difficultés, sauf qu'une fois le pont bloqué, quand vous voulez tourner, vous tournez beaucoup plus difficilement, l'angle de braquage il est énorme par rapport à le différentiel libéré. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit cours sur le différentiel. Donc le véhicule, si on parle de choses importantes, les cardans. On est sur du cardan qui fait quand même 6 mm, 6, 7, il est un peu usé peut-être. 6, non j'ai 6. On a des cardans qui font 6 mm, c'est des gros bébés. Ouais, non, là, on est sur une bonne tige en ferraille. 6 cardans, on a ici, ouais, on voit, j'ai oublié, c'est pour les joints, j'ai oublié le nom, c'est ballot. Vous avez des protections là qui protègent les noix de cardan. C'est malin, j'ai oublié. C'est dingue ça. Bon, bref. Ouais, on est sur du cardan tout à fait standard. Sinon, alors je vais essayer de m'approcher. Ici, voilà, on voit au niveau de le cardan ouvert. Voilà, le soufflet. Avec le soufflet qui protège des poussières de tout un tas de choses. C'est plutôt pas mal. Ça évite qu'il y ait énormément de choses qui rentrent dedans. Par contre, pour l'entretien, faut bien les enlever pour nettoyer, graisser. Voilà. Donc après 20 packs, on s'aperçoit une légère usure sur la noix de cardan, légère usure, après une vingtaine de packs. Alors, pour ce type de véhicule, qui est lourd, qui tourne en 8S, qui est lourd, je le répète, parce que c'est un véhicule qui est lourd, qui fait à peu près 15 kg avec les accus que j'utilise, avec les pneus que j'utilise aujourd'hui, il fait à peu près 15 kg. Donc c'est pas rien à emmener, donc forcément l'effort sur la mécanique est importante. Bon, les cardans sont très légèrement marqués, mais honnêtement, rien de méchant pour l'instant. Les biellettes font elles aussi 6 mm, donc des biellettes relativement costauds, des chapes très très imposantes. Oui, pour info, alors, en 20 packs, qu'est-ce qui a été cassé? Un triangle a été cassé sur une mauvaise chute, enfin sur une mauvaise réception, le triangle pété ici, en dessous. Donc là, il ne tenait plus, et une biellette. Donc, mais sur une mauvaise, vraiment très mauvaise réception.
d'un copain qui l'a essayé. Bon voilà, il n'était pas habitué à ce type de véhicule. En tout cas, il n'a pas été habitué à ce type de véhicule en électrique, parce qu'il roule en 1/5 thermique et il s'en sort très bien avec son 1/5 thermique avec du Losi. Sauf que là, bon, il est parti un peu en. C'est différent de pilotage. Donc, une mauvaise réception. Le triangle était peut-être déjà fragilisé, en tout cas un triangle de cassé. Bon, c'est la seule pièce. Et du coup, on va parler vite fait un petit peu de la politique commerciale. Donc, c'est Horizon Hobby, hein. C'est pas compliqué, vous achetez que 4 cardans, que 4 triangles, vous pouvez pas acheter qu'un triangle. Et ben les 4 c'est tout de suite 40, 49 balles les 4. Voilà. Alors, les 4 sont réversibles, hein, c'est les 4 mêmes, donc ça c'est pas plus mal. Mais là, ça veut dire qu'en ce moment, j'ai 3 triangles d'avance. C'est peut-être un peu beaucoup. En acheter un pour changer, voire un de remplacement, pourquoi pas. Un pack de 4, ça commence, bon, voilà. Donc ça c'est pour la petite aparté. La noix du cardan qui va vers le diff central, absolument pas marqué. On est sur l'avant, donc l'avant tourne forcément beaucoup, puisque dès qu'on est en ligne droite, ça se déleste. C'est l'avant, il y a une roue qui tourne souvent dans le vide, enfin qui est toujours délaissée dans les virages. Mais ce cardan-là n'est absolument pas marqué. Voilà pour le train avant, hein, de grosses cales ici. Alors, est-ce que c'est de l'alu très souple? Est-ce que c'est de l'alu 70-75? Je ne vous ferai pas comme d'autres chaînes qui vont être capables de vous dire que c'est tel type, etc. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, ça n'a pas bougé, ça n'a pas plié, ça n'a pas vrillé. Voilà, donc quelle matière c'est, je ne pourrais pas vous dire. C'est de l'alu, c'est déjà une bonne chose, hein. Comme quoi je commence à être expert. C'est de l'alu, mais ça me semble être de l'alu. Bon, voilà, il y a eu quelques belles gamelles au départ, et ça n'a absolument pas bougé. La barre anti-roulis avant, allez, on va jouer au pro, 1, 2, 3 mm, c'est quand même pas rien. J'ai essayé sans barre anti-roulis, c'est même pas la peine. Voilà. Donc, barre anti-roulis indispensable sur ce genre de véhicule pour garder la motricité et surtout en virage pour pas avoir que ça danse le ukulélé ou le hoop hoop, puisque sans barre anti-roulis, pour rappel, hein, la barre anti-roulis, vous voyez ce qui se passe quand je bouge un des axes, et là il n'y a plus d'amortisseur. Hein. Ça permet quand même de garder au train. C'est-à-dire que ça évite, vous voyez, je peux pas, j'ai énormément de mal à faire vriller le train. Donc c'est pas rien. Donc là c'est l'avant. L'arrière. L'arrière, à peu près la même chose. Hein. Je n'ai rien je n'ai rien de plus à dire au niveau des cardans. Ils sont pas abîmés non plus, à part les soufflis qui commencent à souffrir. Élargisseur, même triangle. Support, un premier support et un second ici qui viennent tous les deux sur le châssis. Donc on a quand même deux renforts qui viennent vraiment solidariser l'élément principal sur l'arrière. On a la même chose sur l'avant, hein, parce que là il est monté, mais on a sur l'avant un support ici avec la platine et le système de direction que je vais vous montrer tout à l'heure. Une fois que tout est assemblé, c'est assez costaud, il faut y aller. Le châssis n'a absolument pas bougé, hein, il n'est pas vrillé, rien. Alors il n'a qu'une vingtaine de runs, mais encore une fois, quand 15 kg saute une double bosse sur une piste TT où vous pouvez monter à nous la double bosse de l'arbre, enfin ce qu'on appelle de l'arbre au fond de la piste, je pense qu'on doit être à bien 2 mètres du sol au sommet du saut et on peut atterrir facile 2-3 mètres après la bosse, facile hein, quand on y va en plein pot. Donc quand vous faites 15 kg, que vous volez sur quelques mètres et que vous retombez sur le sol, ça fait un choc assez violent quand même. Et malgré les amortisseurs, ça claque au sol et bon, ça ne bronche pas. Donc le train arrière, hein, alors on a un système de porte-fusée avec biellette. Hein. On retrouve nos élargisseurs, les cardans absolument pas marqués. Alors lui forcément il m'embête un peu. Les cardans vraiment pas marqués. Pas de fissures, rien, pas de jeu. Alors vraiment, mais rien du tout en jeu au niveau des chapes. Alors ça par contre, j'avoue que je suis assez surpris parce que vu le poids du véhicule et vu comment ça travaille, pas de jeu au niveau des chapes. Hein. À part celle à l'avant qui a été cassée, il n'y a rien qui a été changé. Il n'y a vraiment pas de jeu, ça ne bouge pas. Alors on dirait que j'ai fait que 20 packs, mais 20 packs avec le poids, les chocs, puisque plus c'est lourd, plus les chocs sont violents, et honnêtement, je suis plutôt assez surpris. C'est pas le cas du Losi 1/8 de mon fils, le Truggy, qui a des chapes neuves, parce que c'est un véhicule d'occasion. Je lui ai remis des chapes neuves.
mettez des chapes neuves, vous faites 3-4 runs, il y a déjà du jeu dans les chapes. Donc là, franchement, absolument pas de jeu. Plutôt une bonne chose. Là, même principe, pas de jeu sur le train avant. Donc on a un système de porte-fusée ici qui est full plastique, hein, je reviens dedans, mais full plastique. Des tas d'options existent, hein, sur ce genre de véhicule, des tas et des tas d'options existent. Vous pouvez tout mettre, porte-fusée en alu, etc. Moi pour l'instant je reste sur du plastique parce que je préfère que ça travaille. Encore une fois, hein, moi je suis sur piste TT, donc ça prend quand même des chocs, des sauts, des bosses. Donc il faut quand même que ça travaille un peu, que ça s'assouplisse. En alu, une mauvaise réception, ça se plie et terminé, alors que là, ça travaille, ça revient. Donc voilà pour les deux trains. Tiens, on va essayer de faire une... Hop, voilà, on met ça comme ça et ça doit... Waouh, la classe. Voilà pour nos deux trains. Alors, les amortisseurs. Les amortisseurs, on a les 4 mêmes amortisseurs. Alors, logo T-Fox, hein, parce que c'est un série C-Fox. Hein. Voilà. Les 4 mêmes amortisseurs. Bon, vous voyez par rapport à mon avant-bras, hein, c'est quand même des beaux bestiaux. Ils font de la pointe supérieure 18 cm de haut. Ils sont avec des ressorts suffisamment durs. L'huile dedans est d'origine, je n'y ai pas touché. Qu'est-ce que c'est comme huile? C'est une bonne question. J'ai juste changé les huiles de diff. En tout cas, les huiles de diff ont été changées, pas forcément moi. Et on reviendra dedans sur les spécifiques, enfin sur quelles huiles sont dans les diffs quand on fera la vidéo sur le roulage avant de rouler, pour vous expliquer pourquoi et quelle huile a été mise. Mais on a des bons gros amortisseurs. Le diamètre du corps d'amortisseur, c'est encore un truc cheap ce truc là. Le diamètre du corps d'amortisseur, on est à 3 cm, 32 mm. Il fait plus de 3 cm le diamètre du corps d'amortisseur. Hein. C'est quand même un gros bébé. Ouais, par rapport à mes doigts boudinés, c'est quand même un gros pépère. Pour avoir eu un X-Max, ils sont plus courts, plus ramassés, mais plus gros. Bon. Ce qui n'est pas forcément mieux, puisque cet amortisseur-là, la course d'amortisseur est très réduite, puisque la course, elle se fait sur ça. Vous avez la tige, vous avez le piston de l'amortisseur, avec des trous, et c'est dans les trous du piston que l'huile passe, parce que là je suis rempli d'huile, mon piston est ici. Quand j'appuie dessus, l'huile passe dans le piston, à la fois en compression, quand j'appuie et quand ça redescend. C'est ce qui fait que quand j'appuie là, mon huile passe. C'est ce qui va faire ma souplesse ou ma dureté quand j'écrase. Puis après, mon ressort me permet de remonter. Donc avec la bague ici, je durcis ou pas mon amortisseur. Alors effectivement, ça me fait remonter plus vite et puis ça durcit aussi ma descente. Mais l'huile sert vraiment à l'écrasement quand vous compressez l'amortisseur. Vous voyez que à l'arrière, les réglages sont un petit peu différents au niveau de la bague de serrage. Alors, en tout cas, ce sont mes réglages, j'ai des réglages test et que ça m'allait pas mal. Par contre, avec 4 amortisseurs comme ça, vous avez vu l'état du châssis. C'est-à-dire que sur des petits sauts, ça touche pas. Sur 3 sauts sur notre piste, le châssis touche à chaque fois. Même, j'ai fait des tests en réglant la précontrainte au maximum, ça touche. Ça touche parce que le bestiau, il est lourd, 15 kg. Donc, et comme on a des petites courses d'amortisseurs, on arrive très vite au maximum, quoi. Hein. Et l'idée de mettre de l'huile super dure, ça ne changera pas. Alors, on peut mettre un peu plus dur, mais le but étant quand même d'avoir de la progressivité. Et puis si on met trop dur, effectivement, si je mets beaucoup plus dur, super, je vais sauter, je ne vais pas toucher le sol, c'est génial, mais ça va être beaucoup plus dur dans les virages, beaucoup plus difficile à piloter dans les virages, et en amortissement sur des petits chocs, des petites bosses et sur les aspérités de la piste, il n'y a plus rien. Il faut trouver le bon compromis entre un travail des roues sur toutes les parties de les pistes, on va dire, plus faciles, et un bon compromis avec les gros sauts. C'est ce qu'on a sur des trucs choses comme ça, où les amortisseurs travaillent beaucoup, mais sont capables d'amortir aussi sur gros sauts. Ça, c'est une des choses qu'il faudra que je vois un petit peu sur comment améliorer ce réglage-là. Peut-être en changeant les ressorts, ou en mettant une huile plus dure aussi, pourquoi pas, parce que cette huile-là est malgré tout assez souple par rapport au véhicule. Donc les amortos, hein, des gros pépères, alors qui viennent se fixer comme tout type de truggy, hein. Vous avez ici plusieurs points d'ancrage.
un point d'ancrage dans les triangles, 3 points d'ancrage ici. Plus on couche, plus l'amortissement va être dur, grosso modo. Je n'ai pas fait de test à ce niveau-là, puisque j'ai roulé les 20 packs, vraiment réglage de base, sauf les huiles dans les différentiels, parce que c'était vraiment inexploitable, sorti du carton sur piste TT. Il y avait les pneus qui n'allaient pas, mais il y avait aussi les huiles de différentiel. Et ben d'ailleurs, en parlant de différentiel, pourquoi pas, hop, le différentiel central. Puisque ce véhicule, 4 roues motrices, comme tout type de véhicule RC 4 roues motrices récent d'aujourd'hui, est équipé d'un différentiel central. Différentiel central qui se trouve à peu près ici. Hop là, faut pas tomber le pépère, mon petit gars. Hop, il vient comme ça, à peu près. Lui, il est décalé ici, voilà. Il vient à peu près ici. Voilà, il vient comme ça. Le différentiel central, sans rentrer dans le détail, vous voyez que c'est le même principe que le différentiel devant-derrière, avec une énorme couronne, bloc alu, très costaud, il est lourd lui, hein. Là, on sent bien qu'il est lourd. Si je le remets sur ma balance du pauvre, pour vous donner une petite idée, 500 grammes. Voilà, le différentiel fait 500 grammes. On le sent bien en main, hein. C'est vraiment, voilà. Alors, les noix de cardan, absolument pas abîmées. Mais alors, pas du tout. Tant mieux, pas abîmé. Les roulements n'ont pas souffert, impeccable. C'était pour la petite revue. Le différentiel central, véhicule 4 roues motrices, de ce type-là, on a ça sur les truggy, on a ça sur les buggy, on a ça sur énormément de véhicules modernes RC aujourd'hui 4 roues motrices, on a un différentiel central. Le différentiel central sert à transposer la puissance vers le train avant ou le train arrière en fonction du terrain. Vous avez votre pignon, vous avez votre moteur. Là, lui, il est relativement dur. Il est relativement dur parce qu'on ne veut pas que le couple parte tout le temps vers l'arrière ou tout le temps vers l'avant. Sur ligne droite et sur portion de piste, toujours sur piste, en mode TT, on veut que notre motricité soit sur les 4 roues motrices. C'est l'idéal. Après, on a parfois besoin que le train avant soit plus moteur que le train arrière. Par exemple, dans une courbe, en fonction de comment vous aimez piloter, et moi c'est mon pilotage à moi, j'aime bien avoir un train avant beaucoup plus moteur que l'arrière. J'ai horreur d'avoir l'arrière qui part devant l'avant, qui veulent passer devant. Donc comment faire ça? En assouplissant par exemple le train arrière et en durcissant le train avant. Le train avant va garder la motricité, mais il faut aussi travailler sur le différentiel central. Puisque si votre différentiel central est très très souple, très très fluide, dès que le train avant ou le train arrière va perdre en motricité, va avoir du mal, le différentiel va lui filer tout le jus à l'opposé. C'est bien ou pas bien en fonction du pilotage. À l'inverse, toujours comme, prenons l'exemple de notre barre, si je n'ai pas de différentiel, si j'ai une barre comme certains autres véhicules, comme les anciens véhicules, type le Losi XXL 2.0, qui me sert aujourd'hui pour faire un petit peu de bâche, c'est un gros truc 6S avec des grosses roues, un truc un peu pépère, mais qui roule quand même pas mal. C'est un ancien véhicule qui a plusieurs années. Il n'a pas de différentiel au centre, il a un slipper, on reviendra dessus quand je présenterai le véhicule, mais qui lui parfois glisse. Glisse, c'est un appareil qui glisse, qui fait que on perd parfois un peu de couple, et on va y venir tout de suite pourquoi. Mais quand on a une barre, si on n'a pas de slipper, qu'on a juste une barre, on a tout le temps la motricité qui va arriver, différentiel arrière, différentiel devant, on a tout le temps le même nombre de tours qui va arriver. Et après, c'est chaque différentiel qui va jouer, qui va travailler. Le petit souci, vous imaginez votre véhicule, toujours, je parle dans l'optique de piste TT, hein, ou de ceux qui font du gros bâche avec des gros sauts. Vous faites un saut, une fois que vous êtes en l'air, les 4 roues tournent. Il n'y a aucun frottement sur aucune des 4 roues, donc toutes les roues tournent à la même vitesse. Plein gaz, pas plein gaz, peu importe le régime moteur que vous donnez, mais vous êtes en l'air, le véhicule, les 4 roues tournent à la même vitesse. On ne parle pas des problèmes mécaniques, etc. Mais voilà, vous avez un véhicule qui est super entretenu, vous êtes en l'air, les 4 roues vont tourner à la même vitesse, puisqu'il n'y a aucun frottement sur aucune des 4 roues. Vous arrivez au sol. Si les 4 roues, je parle dans le cas où on a une barre, hein, si vous posez nickel les 4 roues en même temps sur le sol, il ne va rien se passer, puisque les 4 roues vont arriver en même temps sur le sol, on est tranquille. Si vous posez sur la tranche
la roue avant droite, la roue arrière droite. Donc l'avant droit, l'arrière droit en même temps sur le sol. Nos deux roues, une roue de chaque train pose en même temps, on n'aura pas de souci. Puisque on a un différentiel dans chaque train. Donc ça va poser. On est en train de mettre du gaz, donc qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être freinées par le sol, donc elles vont se mettre à tourner plus vite grâce au différentiel. Pas de problème. Toujours dans le cas où on a une barre ici à la place d'un différentiel central. Par contre, je prends mon sol, je saute, j'atterris dans ma descente de bosse, hein, si c'est une belle bosse, on a une belle bosse comme ça, j'atterris, et là c'est mes roues arrière ou mes roues avant qui touchent le sol en premier. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une barre ici que je n'ai pas de différentiel, que je suis en train de mettre du gaz, j'arrive ici, ma roue avant, prenons le train avant, qui touche le sol en premier, elles vont être freinées par le sol, mais les roues arrière, elles qui sont en l'air, ne sont pas freinées, et j'étais en train de donner du gaz. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'on peut abîmer la transmission, hein, les cardans, les pignons, puisque là on a clairement un couple moteur qui est donné, une puissance moteur qui est donnée aux deux trains, la même puissance, le même régime, parce qu'on a une barre. Sauf qu'il y a un train qui va être bloqué, ralenti fortement parce qu'il touche le sol et pas l'autre. Donc il y a celui de l'arrière qui est en l'air qui va vouloir aller plus vite, alors que celui de l'avant, lui, il peut pas parce qu'il touche le sol. C'est là que le différentiel, et c'est là aussi que le slipper peut faire effet, puisque quand je vais toucher le sol avec mon train avant, le slipper va provoquer un glissement, ce qui fait que le moteur ne va pas donner le réel régime qu'il a besoin à l'arrière. Le slipper va faire glisser, patiner. Le différentiel a le même effet. Quand je vais arriver, alors on s'en fout du sens, hein, on va dire que l'avant il est là. Quand je vais arriver et que je vais toucher, mon train avant va toucher le sol, la puissance qui est donnée à la couronne, lui, mon avant va perdre la puissance parce que je touche le sol, et toute la motricité va perdre à l'arrière, et c'est l'arrière qui va tourner. Donc je vais bien avoir mes deux trains qui vont tourner à une vitesse différente. Mon train avant va tourner moins vite puisqu'il touche le sol, et mon train arrière va tout prendre l'énergie jusqu'à ce qu'il pose, et après ça repart. Le différentiel au centre sert à ça. Il sert à répartir la puissance de couple entre le train arrière et le train avant, pour essentiellement à la réception, hein, enfin, essentiellement parce que ça ne sert pas qu'à ça, mais ça permet de corriger un saut. Quand vous atterrissez sur l'arrière ou sur l'avant, ben lui, il permet d'envoyer la sauce à l'autre train, à l'opposé, pour éviter de flinguer la transmission. Ça sert aussi, sortie de virage, entrée de virage, en fonction de comment on les règle. Effectivement, on a un comportement de la voiture différent. En bâche, je parle en bâche, bien souvent en bâche, hein, n'hésitez pas à regarder des chaînes vraiment spécialisées dans le bâche, type Romano Test par exemple, ou d'autres chaînes que je ne mets pas en test, mais souvent le différentiel central est le plus dur sur les trois diffs. Je parle bien d'en bâche. Parce que on n'est pas sur des pistes, on roule un peu n'importe où, on peut faire des gros sauts, des figures, etc. Donc on a besoin du différentiel pour compenser une mauvaise réception de saut. Par contre, pour de la trajectoire, des choses comme ça, c'est moins important. En piste TT, que ce soit buggy ou truggy, c'est bien rare quand c'est lui le plus dur. Bien souvent, le plus dur, c'est l'avant, pour garder une motricité au niveau du train avant, pour justement éviter que le train arrière passe devant. Bien souvent, je dis bien souvent, ça dépend de plusieurs pilotes, des marques de voitures, mais bien souvent, c'est l'avant et le central sont à peu près identiques, et l'arrière est bien en dessous, au niveau fluidité des huiles. Où on a un avant qui est un peu supérieur, un central qui est intermédiaire, et l'arrière qui est derrière. Bien sûr, on pourrait par exemple dire 15 000, 10 000, 7 000, 3 000, pourquoi pas, ou 15 000, 15 000, 7 000. Souvent, le train avant est identique au train du milieu, le train arrière est derrière, ou le train avant est un peu supérieur. Mais c'est très très rare, même si quelques pilotes aiment bien, mais c'est très rare qu'en TT, le différentiel du milieu soit le plus élevé. Ou s'il est plus élevé, il n'y a pas une grosse différence. Par exemple, on pourrait trouver du 15 000, 10 000. Oui. Alors bien sûr, en fonction des pistes, en fonction des pneus, mais c'est plutôt généralement comme ça. Donc le différentiel sur ce Losi DBXL2, gros bébé de 500 grammes, full alu, une belle pièce, hein, grosse couronne avec beaucoup de dents, et je vous dirai combien la prochaine fois. Les cardans absolument pas, les noix de cardan absolument pas usées, vraiment une pièce qui fait sérieux. Allez hop, on va le remettre là, comme si on était en mode remontage. Voilà. J'espère que ça a bien roulé. Hein. Donc voilà pour le différentiel. Donc on pourrait parler... allez, on va parler de quelques pièces plastiques avant de parler du moteur et tout ça et de la consommation.
D'ailleurs, il m'en manque un morceau, il y a celle-ci qui est là, l'autre elle est où? Bah, je sais pas, c'est pas bien grave. Voilà, le support d'aileron. Hein, bon, bah voilà, toujours avec notre plastique à 1 cm de diamètre, support d'aileron qui vient quelque part par là, hein, voilà. Bah, comme on est sur le support d'aileron, parlons de l'aileron, allez. L'aileron, bon là je fais vite parce que c'est juste des pièces plastiques, mais c'est pour donner quelques dimensions et pour donner le gabarit du bestiau. Là on est sur un aileron qui fait quand même 34 cm et demi de large, alors que si on prend un petit aileron de Truggy, on est sur un 21,5. Donc 35-21, on a une grosse différence, hein, ouais, vous imaginez là, voilà là, la différence, 35 et là c'est l'équivalent de l'aileron d'un Truggy. Bon là qui lui a pris des pètes, qui est assez souple, hein. Pas abîmé, bon 20 packs, hein, bon, pour l'instant absolument pas abîmé, voilà, bon, qui est bien utile malgré tout, parce que ça peut paraître bizarre, hein, mais essayez de rouler pour ceux qui font du TT ou ceux qui font de la piste un petit peu, essayez de rouler avec votre véhicule sans aileron. Eh ben, ça peut paraître bizarre parce que le flux d'air n'est pas non plus astronomique, hein, enfin, on n'est pas à 150, hein, mais en bout de ligne droite, 70, 80 parfois, en fonction du pignon, tout ça, mais sans aileron, le comportement n'est pas le même du tout. N'est pas le même du tout, et alors, entre le réglage de l'aileron, tel degré ou pas d'aileron du tout, enfin, entre 1 degré, 0 degré, là, le réglage, bon, peut-être les compétiteurs en voient quelque chose, moi absolument pas. Par contre, un aileron ou pas d'aileron sur la piste, là, je vois la différence. Donc il faut absolument un aileron. Donc l'aileron, voilà, là, on fait vite sur les plastiques, parce que ça, c'est pas bien important. Donc je vais approcher le bâtimoteur, puisqu'on va parler un peu d'électronique. Donc là, on a le bâtimoteur, le moteur, et le récepteur. Allez, avant, on va parler de la direction. Tiens, parce que là. La direction. Système de direction. Alors, on a nos deux axes de direction. Un sauve-cerveau ici avec une vis de contrainte ici. Le palonnier, la corne du cerveau, double corne avec deux axes. Parce que forcément, bah, on est sur un véhicule lourd, sur des gros pneus, donc il faut quand même une certaine moelle ici pour l'emmener. Donc le cerveau d'origine de mémoire, il fait 50 kg, je crois, de mémoire. Pour l'instant, je suis toujours avec le cerveau d'origine, qui est un peu lent, mais qui fait le taf. Honnêtement, qui fait le taf. Euh, Aucun jeu dans la direction. Franchement, après 20 packs, quelques pelles, aucun jeu. La barre d'Ackerman, qui est quand même... qui fait 5 mm. On a quand même la barre d'Ackerman qui fait 5 mm, qui ne bouge pas, qui ne bronche pas. J'avoue que je suis... Enfin, il n'y a que 20 packs, vous me direz, mais je suis assez surpris par rapport à cet ensemble de systèmes de direction. Il n'y a pas un jeu. Pourtant, ça travaille quand même sévère, mais il n'y a pas de jeu du tout. Il n'y a pas de jeu au niveau des rotules, il n'y a pas de jeu dans la chape. Le seul jeu qu'il y a, c'est au niveau de la tête du cerveau. Effectivement, la tête du cerveau commence à travailler un petit peu. Au niveau du pignon, ça commence à bouger un petit peu. Bon, c'est un cerveau d'origine. Je le laisse dedans tant qu'il fonctionne. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? C'est peut-être pas du grand cerveau, mais il fait le taf. Il fait le taf, il fonctionne bien. Il est d'ailleurs ici. Voilà. Alors, il y en a un de base, il y en a qu'un dedans, hein, il y en a qu'un de base, c'est un peu crado, je ne vais pas le retourner, mais il y en a un de base, en sachant que on a la possibilité d'en mettre deux. Et vous voyez qu'il y a deux pieds LED, donc on peut mettre deux cerveaux avec deux sens opposés, et là forcément, bon, on divise par deux l'effort, ce qui est plutôt pas mal, surtout sur des gros véhicules comme ça. Pour l'instant, il tient le coup. Le jour où il crame, je mettrai peut-être deux cerveaux avec deux cornes, et en opposition pour vraiment un qui pousse, un qui tire, de façon à vraiment diviser la charge de travail par deux. Donc système de direction qui vient ici, voilà, comme ça. Je suis en train de vous monter ça. Allez, si je vous mets la platine cerveau, ça vient, hop là, vous avez vu comment ça s'était crade. Hop, voilà, la platine cerveau vient là. Toc, ça vient comme ça. Grosso, voilà, voilà. Alors, parlons un petit peu maintenant de ce qui, je pense, vous intéresse tous plus ou moins, le moteur. Hop, et là on a donc deux moteurs. On va parler maintenant autonomie, moteur, vitesse, etc. Parce que sur ce type de véhicule électrique, il est fourni pour tourner en vitesse. Je roule en vitesse, il fait 15 kg.
Avant de vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est nul, c'est pas ça qu'il faut faire, faut regarder, écouter d'autres chaînes, etc. On va prendre le parallèle avec d'autres véhicules. Prenons un Truggy, quelle que soit la marque. Ces trois Truggy, là vous avez un Coralie, Team Coralie, ancien Chronos qui tourne en 6S, mais maintenant le Truggy qui tourne en 4S. Vous avez un Losi qui tourne en 4S, vous avez un Sworks, qui est un des châssis, le S35T2, qui est un châssis compétiteur, qui est fait, conçu pour tourner en 4S. On va pas être à 100 grammes près, mais on va dire que lui, le Truggy, le Sworks, en ordre de roulage, en fonction de vos accus, différentes petites choses, vous êtes entre 4 et 5 kg. On va arrondir ça comme ça. Entre 4 et 5 kg, je tourne en 4S. Donc on va dire que le rapport poids-puissance, hein, si on devait faire comme ça, on a à peu près une valeur de 1 pour 1. Allez, on va pas rentrer trop en détail, mais 4S pour 4-5 kg, on est à 1 pour 1 à peu près. Là, 8S pour 15 kg. On n'est plus sur du 1 pour 1 là, hein. Plus du tout. On est pour du 1 pour 2. Donc, on ne peut pas avoir la même autonomie avec la même intensité, avec la même demande sur les accus et avec une même température. Il va falloir, et avec un même rythme de roulage, il ne faut pas oublier cette valeur-là quand même, je parle à un rythme de roulage identique. C'est-à-dire que je suis en mode sur piste TT, en mode je veux me faire plaisir, je veux faire du chrono, je veux y aller, je roule avec les copains, donc j'envoie, je ne roule pas pépère, en roulant le même pilote, c'est-à-dire moi, en voulant rouler le même rythme avec mon 1/5e qui est le Truggy, pardon, c'est-à-dire la même vitesse de pointe, c'est-à-dire les mêmes types de sauts, etc. Je ne pourrais pas, mécaniquement, ce n'est pas possible que j'ai la même autonomie, avec le même type de pilotage, avec la même vitesse de pointe, sur un véhicule qui a un rapport poids-puissance qui est trop, enfin, qui ne correspond plus. Le Truggy, je suis à 1 pour 1, là je suis à 1 pour 2. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour compenser cette différence, il va bien falloir travailler sur un des axes. Un des axes, c'est-à-dire beaucoup moins d'autonomie, c'est-à-dire beaucoup moins vite, euh, pilotage beaucoup plus cool, moins agressif. Il faudra voir tout ça. Donc, aujourd'hui, si on parle un peu autonomie, et puis après on parlera des différents éléments, aujourd'hui, ce véhicule-là, avec les accus, toujours avec les accus que j'ai 4S, donc deux accus 8 4S, avec les accus 4S que j'ai pour ce véhicule-là, celui-ci, je fais 13 minutes avec ces accus-là, les accus DXF jaunes. Si j'en avais un, je pourrais vous le montrer. Est-ce que j'en ai un? Bah voilà, très bien. Là, on fera une vidéo sur ces accus-là à un autre moment. Bien, pas bien, etc. Je fais juste une aparté. Pour moi, ils sont super. Ils sont super, ils sont pas chers, ils sont super. Ils prennent plus que 6005 parce qu'ils prennent en moyenne à 7000. Ils sont à 100C en taux de décharge standard. Ces accus-là, dans ce Truggy-là, châssis de compétition, moteur au B-Wing, etc., sensor, la totale, une vraie fusion en bout de ligne droite, des sauts de malade, à peu près 13 minutes. Alors, 13 minutes. 13 minutes sur une piste TT avec un Truggy, c'est bien. C'est bien. C'est largement ce qu'on demande. Je ne fais pas de compétition, mais en mode compétition, on roule 8 à 10 minutes. 13 minutes sur une piste avec ça, ça commence au niveau concentration, au niveau si on ne veut pas partir en cacahuète sur des gros sauts pour tout bousiller, ça commence à être long. C'est bien, c'est bien. C'est-à-dire qu'au bout de 13 minutes, 12-13 minutes, cut-off, on arrête, bon bah voilà, on change la queue, on discute un peu, pour ceux qui chez Michelin Club, on boit un coup, enfin, on repart. On va pas rouler 40 minutes non-stop. Sur des échelles comme ça, c'est autre chose. Ben, en thermique, c'est différent, on peut faire le plein, etc. Et puis que les compétiteurs sur des grosses finales, c'est 30 minutes ou 40 minutes. Mais ça demande une certaine habitude, de la concentration, et nous, on reste du loisir. 13 minutes sur un Truggy comme ça, moi, ça me va très bien. Très très bien. J'en ai pas 13 minutes sur ce véhicule-là avec deux accus comme ça. Avec deux accus comme ça, la façon dont je roule aujourd'hui avec ce véhicule-là, que j'ai plus en main, où je suis capable d'enchaîner plusieurs tours sans faire de faute, faire des gros sauts, et en termes de puissance aujourd'hui, avec le réglage qu'il a, à suivre plus ou moins les Truggy, je suis à 8-9 minutes. Donc là, il y a un gros delta, avec deux accus comme ça, je suis à 8-9 minutes. Donc forcément, là, ça pêche. 8-9 minutes, bah, quelque part, là, par contre, moi, j'ai pas assez.
Autant là, 13 minutes, ça me va très bien. Ces accus-là sont très bien. Je ne cherche pas à acheter des accus avec plus d'autonomie. Je pourrais mettre des 9000. Je serais peut-être à 15, 16, 17 minutes. Ça ne m'intéresse pas. 13 minutes, ça me va bien. Moi, je préfère changer l'accu. Voilà, ça c'est super. Ça, on roule bien. En plus, ils sont pas chers, donc on peut en avoir une certaine quantité. Donc, moi, 13 minutes me va bien. Par contre, ici, lui, là, 8-9 minutes, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'on a envie de quelques minutes en plus. Par contre, ces accus-là, que ce soit dans ce véhicule-là après 13 minutes ou dans celui-ci après 8-9 minutes, ne sont pas chauds, ne gonflent pas. C'est-à-dire que les accus, je roule toujours avec un thermomètre laser là, parce que ce soit sur lui ou sur lui, on en parlera tout à l'heure par rapport au moteur, je mesure tout le temps ma température. Lui, il a un certain nombre de packs, il a tout l'été. Lui, il en a, je vous disais, peut-être plus de 150. Je suis pas sans prendre la température 3 à 4 fois dans une même session. C'est devenu obsessionnel, je prends mon thermomètre laser, pop, un coup de laser sur le moteur, sur le vario, sur les accus, ça permet de checker, et ça permet de savoir s'il y a un pépin. Les accus ne dépassent jamais 35-40 degrés en plein été, ce qui est pas mal. Honnêtement, c'est plutôt autour de 35, hein. Voire même, encore, je ne dis pas de bêtises, ouais, genre plutôt on va dire 30-35. C'est vraiment des super accus, y compris sur lui. Y compris sur lui. Par contre, l'autonomie, 8 minutes. Donc, comment faire pour avoir plus d'autonomie? Remarque, là je voulais parler moteur vario. Bon, on va parler d'autonomie après. Tiens, on le met là debout pour y penser. On va d'abord parler de l'électronique et puis après on parle d'autonomie. Puis comme ça on aura fait un peu le tour du véhicule. Alors l'électronique de base, on est sur une électronique Spectrum. Spectrum. Spectrum, avec alors, ce moteur-là, on va discuter pourquoi il est tout pété. Spectrum, variateur Spectrum. Variateur Spectrum qui est un variateur donné pour 160 ampères. Hein. 160 ampères, 8S, 8S. Alors même si le moteur, à mon avis, peut prendre plus que 8S, mais il est donné pour 8S. Et le variateur Spectrum 8S aussi, alors lui, je ne jouerai pas à mettre plus. Hein. Avec une carte programmation, on peut faire tout un tas de choses. Hein. Le cut-off automatique, gérer le timing du moteur pour donner un effet de puissance, un effet de boost. Bon, rien de plus, hein. On a nos deux prises, c'est du Orange, c'est du Spectrum. La petite platine est pas mal foutue, ça vous met l'élément un peu au-dessus. Donc justement, moi je vais voir si je peux pas le déplacer pour mettre un peu plus bas, pour le baisser un peu au niveau centre de gravité. Le bouton est bien placé, accessible. Maintenu par 4 vis sur la platine qui elle-même est maintenue par 2 belles vis, enfin ça bouge pas, franchement ça bouge pas. La rallonge est fournie hein, pour aller, parce qu'il y a un joli chemin de câble pour pas que ce soit pris dans le cardan, c'est très bien fait. On verra tout ça une fois qu'il sera remonté, quand je le présenterai une fois remonté. Il ne chauffe pas. Voilà. En vitesse, le truc chauffe pas. De mémoire, hein, une trentaine de degrés en plein été, le ventilateur fait son office. Alors, on est sur du roll cage, hein, donc l'air ça passe, hein, ça passe. Franchement, le truc il chauffe pas. Là, le Vario chauffe pas. Le moteur. Le moteur ne chauffe pas non plus. En vitesse, gros pépère comme ça, avec un pignon. Avec un pignon d'origine. Je ne trouve pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pignon de 13 dents. Pignon de 13 dents. La couronne, je ne sais plus, je redirai ça plus tard. Avec le pignon de 13 dents, le moteur ne chauffe pas. Quand je dis le moteur ne chauffe pas, j'ai dû prendre une fois aux alentours de 55 ou 59, on va dire 60 degrés. 60 degrés, certainement l'été, hein, voilà. 60 degrés, le moteur ne chauffe pas. 60 degrés, pour un moteur comme ça, c'est rien. Mon Chronos, j'ai eu des pics à 80. En plein été, carrosserie dessus, après avoir enchaîné plusieurs packs. Alors en config pignon couronne de base, hein, d'origine, en pignon de 15 je crois, de mémoire, je sais plus parce que je ne vais pas confondre avec le mien, mais bon, en pignon couronne d'origine, le Chronos il est monté à 70-80 parfois. En sachant que ce type de moteur là peut prendre 100 degrés, alors faut pas s'amuser et faire tout le temps, mais ça peut prendre 100 degrés. Lui, j'ai dû être tout le temps 50-55, je suis peut-être monté une fois à 60. De base, il n'y a pas de ventilateur dessus. Hein. De base, il n'y a pas de ventilateur dessus. Donc, il ne chauffe pas. Enfin, je considère qu'il ne chauffe pas. Je considère qu'il ne chauffe pas.
On reparlera du pignon pour l'autonomie tout à l'heure, je le pose sur la queue pour y penser. Pourquoi le moteur est dans cet état-là? Parce que bien évidemment, vous vous doutez que le moteur il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en démontant le châssis, pour le préparer pour l'hivernage, pour tout nettoyer, je me suis dit, je vais démonter le moteur, parce que le principe d'un moteur, on pourra faire des vidéos, mais encore une fois, aller sur des vidéos françaises type Romano ou Manise RC Garage ou d'autres vidéos, hein, enfin ou d'autres chaînes, peu importe. Hein, moi, j'aime et je déteste personne. Moi, je regarde plein de chaînes différentes, mais ils font tous ça, les chaînes qui ont un certain volume en auditeurs et qui font ça de plus qu'une passion, presque un second métier pour certains. Voilà, ils font des tas de choses. Là, vous avez le rotor qui tourne à l'intérieur dans le moteur. Hein, donc, il y a des aimants là, ça tourne. Je vous laisserai regarder sur internet comment ça fonctionne parce que je ne suis pas assez calé pour ça. J'ai tout simplement voulu le démonter pour le sortir et dépoussiérer tout ça. Ce que j'ai déjà fait plusieurs fois sur mon Chronos et ce que j'ai fait une fois sur le Losi. Je n'ai pas encore fait sur le B-Wing parce que étant donné qu'il n'a qu'une saison et que le moteur est bien fermé, bon, j'ai pas jugé utile de le faire. Donc là, j'ai tout simplement voulu le démonter. Quand je l'ai sorti, vous remarquerez que là, je vous montre un aimant qui est complet. Et là, regardez, oh, ben, j'ai des aimants qui ont des bouts de pété. Quand je l'ai sorti, ben, j'ai vu qu'il y avait plein de bouts d'aimants de fissurés, dont un qui était parti. Il me manque un bout d'aimant. Alors que, avant le démontage, sa dernière session de roulage, il avait bien roulé, j'ai eu aucun pépin. Il a roulé, il a fait son pack, cut-off, poum, voilà, terminé. Je l'ai ramené ici, il s'est passé quelques jours, 2-3 semaines même. Dit bon, bah nettoyage, etc. Je sors et là je vois que c'est fissuré, boum, il y a un morceau qui tombe et il manque un morceau. Sauf que là, autant vous dire, en plus là, je sais pas si vous voyez, mais là il manque les espèces de petites fils là. Hein. Il est complètement mort le truc. Hein. Alors, j'ai pas cherché, réparer, je suis pas capable de faire ça. Je l'ai démonté pour la science. Je vais le garder pour l'info. Donc, pour rappel, moteur Spectrum. Moteur Spectrum, ça tombe bien, il est monté. Là, c'est pas assez aimanté. Bon, c'est pas bien grave. Moteur Spectrum. Ce moteur-là, un moteur surpasse Hobby, le Rocket RC. Si on regarde, hein, on a vraiment le même look, même taille, même dimension. C'est un 780 kV. Kilovolts, 780 kV. 780 kV, 780 tours par volt par minute. Alimenté en vitesse, hein, une cellule 3,7 volts x 8 x 780, ça vous donne le nombre de tours que prend ce moteur-là sur vitesse par minute. Ce moteur-là, 780 kV, qui est exactement le même au nombre de sillons près, à l'usinage de la tête ici, à l'emplacement des câbles, à la sérigraphie sur les câbles, c'est exactement le même moteur, si ce n'est que lui, c'est un Rocket, alors que là, c'est un Badger Spectrum. Ça vaut chez Horizon Hobby, je ne crois pas dire de bêtises, j'avais regardé par curiosité, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est aux alentours des 390 €. Le bébé, là. 390 €. Alors, heureusement qu'il est fourni avec le véhicule et que j'ai eu un très bon prix de la part de Rudy. Merci Rudy, au passage, gars du club. Parce que 390 €, moi clairement, le moteur est mort, je vais pas racheter un moteur 390 €. C'est une fortune. Je veux dire, 390 €, c'est le prix d'une petite bagnole. Ce moteur-là, hors frais de port, 130 €. 130 €, 390, bah c'est un tiers quoi. Hein. Alors que c'est exactement le même moteur, y compris les vis ici, le sillon, on est sur la même taille. Enfin, tout est identique, y compris le nombre de vis qui maintiennent l'arrière du moteur. Je suis pas dans les usines, mais on est bien d'accord, des rebadges, il y en a pour tout variateur moteur, c'est peut-être tout simplement le même. Voilà. On verra, puisque celui-ci était destiné à autre chose. Eh ben c'est pas grave, il va aller dans ce véhicule-là, et on va bien voir ce que ça donne.
Parce qu'à ce jour, je n'ai toujours pas, si quelqu'un connaît très bien le DBXL, je n'ai pas l'explication de pourquoi, quand j'ai enlevé le rotor, j'ai des bouts d'aimant qui sont tombés. Je rappelle, si encore il avait chauffé comme un bourrin, plus de 100 degrés plusieurs fois, etc., même pas, jamais. S'il avait 100 runs, 150 runs, 200 runs, je n'en sais rien, il y en a une vingtaine. Alors oui, la garantie, machin, t'as démonté ça, machin, garantie, garantie. Bon. Garantie, oui, peut-être ou pas. Le véhicule a un an, ou pas loin d'un an, je crois, ou bon, voilà, rentrer dans un truc de procédure, surtout quand on voit le prix qu'ils vendent ça, c'était pas dit du tout, voilà. Ils m'auraient peut-être demandé de l'envoyer, forcément, comme il est poussiéreux, machin, ils auraient pu mettre aussi les conditions d'usage, bon. J'avais un autre moteur, enfin, il y avait ce moteur-là de disponible, j'ai pris ça, ça permet de tester, en sachant que, pour le prix, ça me fait bien moins mal au cœur quand même, malgré tout. Et ça va permettre de tester. Parce que à 780 kV à ce prix-là, bah, ça peut laisser plein d'opportunités pour d'autres véhicules. Je n'ai pas changé de kV, je n'ai pas pris moins de kV en me disant tiens, je vais monter à 12S parce que ça change. Monter à 12S toujours dans cette optique d'autonomie, parce qu'il faut changer de variateur, que le variateur tourne très bien. Alors pourquoi je dis 12S plus d'autonomie? Donc là, on va pas rentrer dans les détails ce soir, parce que ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, mais si le P égale UI, c'est une formule mathématique, on fera pourquoi pas une vidéo là-dessus si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires, mais ça parle de puissance, d'ampérage, d'autonomie, de voltage. Plus je vais monter en voltage, donc avec mon nombre d'S, 4S, 8S, 12S, 16S, plus je vais monter en voltage, moins je vais consommer d'ampérage, moins mes éléments vont forcer, moins mes éléments vont chauffer, moins je vais consommer, plus j'ai d'autonomie. Donc, entre 8S, cette config-là, ou 16S, avec un moteur ayant moins de kV, comme j'ai plus de voltage, je peux descendre en kV, 300, 400 kV. Donc là, ça va être crème. Moins il y a de kV, plus c'est coupleux. Donc là, le moteur ne va absolument pas forcer. J'aurai la même vitesse de pointe, j'aurai pas plus de vitesse de pointe parce que je mets plus de voltage. Je mets plus de voltage et je descends les kV du moteur. Donc si on fait un petit calcul mathématique, qu'il faut faire avec une règle de 3, l'idéal étant on veut la même vitesse de pointe. Je garde la même vitesse de pointe, mais je mets plus de voltage, donc je vais descendre de combien de pourcentage mon kV pour avoir la même vitesse de pointe. Donc là, c'est une formule mathématique, sauf que, admettons, c'est du 340 kV, donc j'aurai un moteur de 340 kV qui va être beaucoup plus coupleux, qui va me permettre d'emmener un pignon plus gros, d'une dent ou deux pour compenser et avoir la même vitesse de pointe, mais j'aurai une consommation en ampères qui va chuter. Donc, par rapport à mes accus et leur capacité, je vais avoir plus d'autonomie. C'est ça qui est top. Par contre, les freins ne sont pas les mêmes, il faut des accus, il faut plus de voltage. Donc là, des accus 4S, bah, si je veux tourner en 4, si je veux tourner en 16S, c'est pas 2 qu'il faut, c'est 4, 4 x 4, 16. Pourquoi pas, hein, l'un sur l'autre, bon, voilà. Mais il faut surtout un vario qu'encaisse. Et celui-là n'encaisse pas. Donc et moi, l'idée n'est pas non plus de faire des frais, voilà. Changer un moteur, ok, très bien. Changer un moteur, 130 €, je le gère. Changer tous les accus, changer un vario, enfin, changer le vario ou rouler à 16S, ouais, super, je vais avoir vachement d'autonomie. Enfin, je vais avoir plus d'autonomie. Donc ça répond à ma problématique. Plus d'autonomie, sauf qu'à chaque fois, je passe 4 accus au lieu d'en passer 2, et il faut changer le vario, et un variateur 16S, là, on parle plus de 300 balles. Hein. Donc, bon. Donc moi, c'est pas dans mon délire. Je préfère donc, pour en revenir à ma problématique de l'autonomie, du coup, on arrête de parler de ce moteur-là. Pour parler de ma problématique d'autonomie, comment est-ce que je peux faire pour avoir un peu plus d'autonomie sans perdre, en tout cas en prenant toujours du plaisir sur la piste, sur notre piste été. Donc il y a deux éléments, sans changer le moteur, sans changer le variateur. Ben, il y a deux éléments sur lesquels je peux jouer. Mon pignon et la puissance de mes accus. Alors le pignon, là, 13 dents. Si je descends d'une dent ou de deux dents, je vais moins consommer parce que mon moteur va moins forcer. Mais je vais aller moins vite. En bout de ligne droite, je vais avoir moins d'allonge. Je vais avoir un peu plus de nervosité, mais je vais avoir moins de vitesse de pointe.
Si je travaille sur mes accus, ça veut dire changer les accus. Qu'est-ce qu'il faut que je mette comme valeur à la place de 6005 ici pour gagner, par exemple, on va faire une règle de 3 toute bête, toute simple, 6005, alors je schématise, hein, me permettent d'avoir 8 minutes. Combien il faut que j'ai ici pour avoir 12 minutes? Il faut que je rajoute un tiers. Je rajoute un tiers de 8 pour passer à 12. Bon, alors le calcul n'est pas vrai réellement, mais c'est pour avoir une ordre d'idée. Ben, j'ajoute un tiers de 6005. Si on dit 6000 divisé par un tiers, ça fait combien? Ça fait 2000. Bon, il faudrait grosso modo des accus de 9000. Allez, je schématise. Si je veux gagner, passer de 8 à 12 minutes, non même pas, j'ai n'importe quoi. Tant pour moi. 8 minutes pour aller à 12, c'est un quart, c'est un demi, c'est un demi, c'est pas un tiers. Pour passer de 8 à 12, effectivement, il faut que je rajoute un demi. Donc là, 6005, je rajoute 3200. Donc on est à peu près à 10 000. Donc pour passer de 8 à 12, il faut des accus de 10 000. Pour avoir à peu près 12 minutes d'autonomie, à configuration identique, je dis bien à peu près parce que la consommation n'est pas linéaire comme ça, il faudrait des accus de 10 000. Deux accus de 10 000. En sachant que si je mets deux accus de 10 000, j'alourdis la machine par rapport à mes deux accus de 6005. Donc je vais perdre en autonomie par rapport au poids. Donc peut-être que dans la réalité, pour avoir réellement mes 12 minutes, il faudrait des accus de 11 ou 12 000 pour compenser cette différence de poids. Alors toujours, hein, dans mon délire, où moi, ma douzaine de minutes me va très bien par rapport au truggy, au roulage sur piste. Effectivement, ce véhicule-là, 12 minutes d'autonomie en bâche dans la prairie, c'est même pas la peine. Une pareille qui fait 300 mètres de long, vous envoyez gaz, vous allez flinguer la moitié de vos accus, là on est d'accord. Hein. Je parle bien dans un usage piste, pas dans un usage bâche. Et ben là, moi ce que je vais faire, je vais pas changer mes accus, je vais tout simplement commander un pignon d'une dent et de deux dents de moins. Voilà, diminuer d'une dent et de deux dents, voir ce que ça me donne d'une part en comportement, et voir aussi ce que ça donne au niveau autonomie. Est-ce que... Ah, j'ai les doigts dégueulasses. Hein. Donc pour moi, là, c'était vraiment c'est ça le démontage. Hein. Est-ce que je vais gagner une minute? 2 minutes? Je ne vais pas arriver à 12 minutes. Hein. En enlevant une dent ou deux, ça me tournerait vraiment. Alors je pourrais travailler aussi sur le punch, sur tout un tas de petites choses au niveau du moteur. Alors en sachant que je vous dis 8 minutes, mais c'est plus proche de 9 quand même, hein, et encore, c'est environ 9, parfois un peu plus. Voilà, il y a différentes choses à voir pour essayer de gagner un peu plus. Euh, Passer sur des accus un petit peu au-dessus, mais ça nécessite de l'investissement. Alors ces accus-là, j'en ai plusieurs, ils vont très bien pour le truggy, donc il est hors de question que je change d'accu. Mais vraiment, par contre, voilà, changer le prix d'un pignon, c'est pas ce que ça coûte. Et pourquoi pas, là chez A13, va passer à 12, 10, enfin 12, 11 et 10, pourquoi pas. Voir si le gain d'autonomie est important, même si je prends l'extrême avec un pilon de 10, par rapport à la baisse de performance en bout de ligne droite. Forcément, je vais avoir plus de nervosité, ce qui n'est pas plus mal pour un véhicule de ce poids-là, surtout en sortie de bosse, en sortie de virage, quand on veut redonner de la patate pour attaquer un saut. Ce qui pourrait d'ailleurs éviter de m'être soudé, comme c'est le cas aujourd'hui, sorti d'un virage où je me gâchette dans le fond pour avoir la pleine puissance pour attaquer un saut, alors que si j'ai un pignon beaucoup plus petit, je vais très vite avoir de la nervosité qui va pouvoir gicler, me faire sortir du virage. Donc peut-être que le pignon plus petit, m'aidant en plus à ce niveau-là, me permettra de gagner vraiment en autonomie. Donc voilà, c'est à creuser. C'est à creuser. Un pignon plus petit, c'est sûr qu'on gagne de l'autonomie, mais est-ce qu'on va en gagner suffisamment, beaucoup, pas beaucoup? Bon, voilà, c'est là un petit peu la question, et ce sera à tester dans les prochains runs, dès que les beaux jours seront là, et dès qu'il sera propre et nettoyé. Donc c'était voilà, la partie pignon autonomie, le bâti, hein, le bâti avec un bâti qui est réglable, hein, voilà, tout simplement en fonction du pignon, on peut bouger le chariot, en sachant que ça vient comme ça, voilà, ça vient comme ça, et donc ici on peut bouger. Voilà, avec le différentiel qui vient se coincer ici, hein, ici. Voilà, donc on verra tout ça au niveau du remontage. Voilà, partie. Hop, donc, ouais, ça vient. Voilà, oui, ça vient se clipser dedans comme ça. On a quelque chose de super propre. Hop, et ça vient. Voilà. Voilà, on a parlé un petit peu du différentiel, la présentation du véhicule.
Donc présentation un petit peu atypique par rapport à d'autres chaînes. Je vous le présente d'abord démonté, d'abord ça, il en fait 20 packs. Comme ça permet de se rendre compte de ce qui est intéressant. Alors oui, il y a deux bacs batterie, bon, les deux bacs sont du même côté, hein. Si on parle de répartition des masses vite fait, on a les deux bacs batterie du même côté, et on a le moteur, le cerveau, le récepteur qui sont du même côté, et c'est vrai qu'une fois qu'il est en ordre de marche, c'est plutôt bien équilibré. Ça là-dessus, il est en l'air, hein, plutôt bien équilibré. Alors, je ne le prends pas simplement comme ça, ne serait-ce qu'en l'air. Quand il est en l'air, il plane, il est droit, il vole bien, comme on dit. Donc il n'est pas piqué, on n'est pas censé corriger tout le temps. Et quand vous prenez un bel appel, il vole nickel. Voilà, pour parler du véhicule, on a fait à peu près le tour de tout. Voilà. Donc, véhicule, alors, mon ressenti après une vingtaine de packs, malgré le fait que l'autonomie actuellement soit vraiment faible, hein, 9 minutes, c'est super agréable. C'est sûr que quand vous avez 15 kilos qui déboulent dans la ligne droite, à 70 peut-être, 65, 70, 75 peut-être, je sais pas trop, mais ça arrive vite. Ça arrive en bout de ligne droite, ça arrive aussi vite que les trucs. Ça c'est clair. En tout cas avec les réglages qu'il a là, le punch que j'ai mis au moteur, ça aussi on peut travailler dessus d'ailleurs pour gagner en autonomie. Le punch, le timing, baisser un petit peu tout ça. Mais ça arrive, franchement ça roule fort. Après c'est un peu plus pâteau dans les pif-paf, les changements de boss, etc. C'est pour ça que diminuer une dent une dent ou deux dents sur le pignon, ça devrait le rendre un peu plus incisif, ça c'est pas mal. Et donc on gagnera un petit peu d'autonomie. Mais hormis cette autonomie qui me laisse un peu sur la faim parfois, quand même, c'est super plaisant à rouler. Les élargisseurs, ils font pour beaucoup aussi, parce que les élargisseurs me permettent d'être plus large, donc d'être plus stable. Et le changement de pneu. C'est-à-dire que ce véhicule-là, si vous l'achetez pour faire de la piste, c'est pas la peine, clairement. Ce véhicule-là est dédié de base, tel qu'il est dans le carton, avec ses pneus, etc., pour faire du bâche, pour faire le con en prairie, faire le con dans les chemins, aller vous balader en forêt, sauter, machin. Là, ouais, vous allez vous marrer. Par contre, en vitesse, il faut mettre des gros accus. Parce que des accus 6005 pour faire du bâche en prairie tel qu'il est là, alors là, les accus vont fumer, mais alors, si vous faites plein de balles dans un champ où l'herbe vient d'être coupée, là, ou dans une belle prairie, il y a vachement de distance, un terrain de foot, là, un vieux terrain de foot, etc., vous roulez là-bas, avec des accus de 7000, 6005, 7000, alors là, vous allez tenir 5-6 minutes. Ça va être une catastrophe. Alors, si les accus sont bons en sensé, ça devrait aller. Cela ne chauffe pas parce que je roule sur piste et qu'on est très rarement tout le temps à fond. Je suis tout le temps à fond uniquement sur la ligne droite. Dès qu'il y a du virage, il y a du freinage, etc. Le travail sur l'accu n'est pas le même qu'en prairie où vous allez faire des grandes lignes droites de cinglés, hein. Donc, ce véhicule-là, pour rouler en prairie en vitesse, vous n'aurez pas beaucoup d'autonomie et il faut avoir des super accus. Pour résumer, des 100 C minimum, j'aurais plutôt tendance à dire des 120 ou des 150 C de base. Et alors, tapez tout de suite dans des 9000 mAh hein, pour essayer d'avoir en prairie peut-être une dizaine de minutes. Bon, après à vous de voir si une dizaine de minutes ça vous va quand vous êtes en prairie avec les copains, etc. Moi, ce véhicule-là, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas récupéré auprès du collègue pour faire de la prairie, je l'ai récupéré pour rouler en piste avec. Donc l'autonomie m'apporte un peu moins que rouler en prairie. Et on est moins sur les gaz. Donc clairement, je trouve ce véhicule d'enfer. En mode TT, il est génial. En mode TT, c'est super sympa, il vole bien, il roule fort en bout de ligne droite. Aujourd'hui, je roule peut-être un peu trop fort en bout de ligne droite. Justement, ça me fait consommer, je perds de l'autonomie, donc on va réduire le pignon, on va réduire le punch un petit peu, et on va réduire le timing pour justement consommer moins. Et je vais même mettre le pignon peut-être de 11 ou de 10, et de mettre le punch au minimum, le timing au minimum, et voir ce que ça donne au niveau d'autonomie. En roulant normal, en roulant en mode vraiment, je vais essayer de faire un chrono, voir ce que ça donne au niveau d'autonomie. Si j'obtiens 10, 11, peut-être 12 minutes, ce sera super. Ça me conviendra totalement pour rouler en piste été, avec les copains, conduire un cinquième, ou parfois aussi, voilà, avec d'autres types de véhicules, hein, des Losi 8 en un cinquième, etc. C'est sympa de rouler. Voilà. Donc en mode TT, vitesse, ça peut le faire, mais à l'autonomie en baisse, donc il va falloir régler un petit peu ce couple du véhicule, ou en tout cas ce ratio pignon-couronne. Par contre, clairement, ce véhicule-là, sorti de carton, en prairie, en vitesse, avec des accus
moyen ou pas très gros en autonomie, bah, c'est toute petite durée de jeu, hein. Donc après, à vous de voir si ça vous plaît ou pas, parce qu'à ce moment-là, il faut trimballer une boîte d'accus, il faut y aller avec 10 accus, hein. Donc ce véhicule-là, de base en 12S, ça aurait été plus intéressant, ouais, plus de voltage, plus d'autonomie, mais par contre, à quel prix il aurait sorti? Il y a ça aussi à voir. Donc ne croyez pas du tout ce que peut-être qu'on peut voir parfois, parce que ça m'arrive de voir une fois, qu'avec du 8S, vous allez rouler 25 minutes. Non, alors si, autant pour moi. Vous pouvez rouler 30 minutes en vitesse d'origine, mais il roule à côté de vous quand vous allez vous balader en forêt. Et encore, de toute façon, vous allez peut-être retourner beaucoup plus. Là, pas de problème. Vous roulez à côté de vous en forêt, vous baladez tranquillement. Oui, là, vous allez être à 10, 15, 20% des gaz, il n'y a aucun problème. Si vous partez, vous faites des grandes lignes droites, là, ça va fondre comme neige au soleil. Vous vous rappelez que le machin fait quand même 15 kg. 15-16 kg. Donc voilà, c'était une petite présentation du véhicule. Alors, la suite du projet, donc moi, je vais continuer à tout démonter, etc. Tout nettoyer, voilà, pour nous faire un... Puis après tout remonter pour le mettre en hivernage, parce que je ne devrais pas rouler avec d'ici... Enfin voilà, là on va rentrer dans la période novembre, décembre, janvier, février, mars, où nous, la piste, il y aura de l'entretien, il y a parfois de la flotte, un peu de boue, on s'occupe de cette période-là pour faire de l'entretien sur la piste, et puis c'est une période qui est plus propice pour rouler au crawler, parce qu'on a une super piste de crawler, moi d'ailleurs qui me manque le TRX4, parce qu'il est dans le coffre, là j'en ai un autre ici, donc c'est plus l'hiver une période pour le crawler, donc c'est-à-dire que lui devrait rouler au beau jour, hein, peut-être fin mars, début avril, où là il sera tout beau tout propre. Je referai une vidéo quand il sera prêt à rouler. Alors la vidéo va arriver avant mars, hein, peut-être que dans un mois et demi, il sera prêt à rouler, où on pourra reparler des specs techniques, de l'huile, etc. Et puis vous puissiez le voir une fois remonté avec sa belle carrosserie. Donc voilà, les prochaines vidéos, comme je le disais tout à l'heure, je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus régulières. Ce serait bien que j'en fasse une par semaine, voilà, histoire de. Les prochaines vidéos, bah, on parlera du TRX4 qui est dans mon coffre, qui est, ouais, vous le voyez pas là, mais il est dans le coffre. Parce que lui, il s'en prend énormément de la boue, de la flotte. Mais alors lui, je ne le ménage pas, il est toujours là, j'ai juste changé un pignon. C'est un truc de cinglé, le TRX4 là. Donc on en reparlera, je ferai une vidéo vraiment, parce qu'en plus il a changé de look. Je ferai une vidéo aussi sur le Truggy Works, comparaison avec le Truggy Coralie, enfin le Chronos que j'ai transformé en Truggy, et comparaison avec le Losi. On fera une petite comparaison sur les trois, poids, système de direction, un petit peu, voilà, puis avoir un ressenti sur les trois. On fera aussi une vidéo sur le Chronos transformé en Truggy, mais que pour lui, parce que lui, comme il doit être à ses 150 packs, un petit peu vous montrer dans l'état où il est. Alors je vais le nettoyer avant, hein. Mais pareil, sortie d'hivernage, enfin, une fois tout remonté pour l'hivernage, comme ça il sera tout beau, tiens voilà, le bestiau il a 150 packs à peu près, et je ne l'ai pas ménagé quand il était en mode Truggy, hein. Surtout j'avoue à la fin, parce que je savais que j'avais l'autre qui arrivait. Donc lui, j'ai été dans d'autres clubs que le mien, où j'envoyais des sauts parfois, et ben, il est toujours là lui. Donc on fera une vidéo sur lui, on fera une vidéo aussi sur les accus, sur ces accus là qui sont bien sympathiques. Bah voilà, hein, que dire, là si on parle un peu déjà de tout ça c'est pas mal. Merci aux quelques personnes qui m'envoient des commentaires régulièrement, dont certaines personnes qui me demandent ah, on fait des vidéos, c'est sympa. Bah, c'est bien sympa à vous. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à me poser des questions. Si vous avez des remarques à faire sur ce véhicule, bah, n'hésitez pas surtout, hein, je suis preneur. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous, à bientôt.